député La République En Marche de la Vienne, et Adrien Quatennens, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise du Nord. Donc comme ça, il y a des gens de chez vous qui partent et qui appellent à voter pour le Rassemblement national à 12 jours des élections européennes. C'est pas mal quand même. Je dois dire, honnêtement, celle-là, on l'avait pas vu venir. Mais nous non plus. Et je vais vous dire une chose, Bruce Toussaint, le sort des traîtres m'intéresse peu. Surtout dans une période de campagne où nous avons à défendre notre analyse de la situation nationale et européenne et des propositions. Et puis surtout quand leur charpente politique est en papier mâché comme celle de M. Cotarac, parce que moi je l'ai écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Alors dans l'histoire, il y a toujours eu des transfuges passés de la gauche à l'extrême droite, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, l'histoire leur a toujours donné tort, donc l'histoire donnera tort à ce monsieur également. Personne ne le connaissait avant ce soir, maintenant il est venu sur votre plateau. Chez vous, il était un petit peu connu. Non mais dans le pays, ça, bien sûr, personne ne le connaissait. Connu dans son quartier. Non mais surtout, qui plus est, intéressons-nous un peu à ce qu'il a théorisé sur votre plateau. Moi, il faudrait que on m'explique comment on fait pour faire barrage à M. Macron avec Madame Le Pen qui lui court après sur un tas de sujets en matière économique et sociale. Enfin, c'est pas sérieux. Madame Le Pen est celle qui nous explique qu'il faut travailler plus longtemps, 39 heures payées 39. Elle est celle qui court les plateaux télé pour nous expliquer qu'elle est opposée à la hausse du SMIC. Elle a des alliés en Autriche qui votent la semaine de travail à 60 heures par semaine. Elle est avec Monsieur Salvini, son principal allié en Italie, qui court après Monsieur Macron pour faire la même flat tax que lui et qui a dit au moment de la loi asile-immigration, Monsieur Macron voit juste. Donc, si vous voulez, ce duel prétendu que M. Cotarac vient valider finalement aussi ce soir entre Macron et Le Pen, moi je le dis, c'est un duo. À l'échelle du vieux continent, les uns alimentent les autres. Les Macron, Merkel et Juncker alimentent les Salvini, Orban et Le Pen. Voilà qui est clair. Donc M. Cotarac a sans doute été pris dans ce piège et peut-être a-t-il trop regardé la télévision parce que finalement ce duel, c'est aussi vous qui nous le vendez régulièrement. D'ailleurs demain soir, je crois que c'est ici même qu'il va y avoir un face-à-face, on va faire votre publicité, entre Monsieur Bardella et Madame Loiseau. C'est-à-dire que l'élection européenne, Bruce Toussaint, elle n'a qu'un tour, vous êtes bien d'accord avec moi. Et vous, demain soir, vous en organisez un second fictif. Donc, ce piège finalement tendu pour beaucoup de Français en 2017, qui a consisté à devoir finalement être contraint à un choix qui n'en est pas un entre Macron et Le Pen, eh bien, il est de nouveau tendu. Alors moi, je termine par vous dire que la meilleure manière de déjouer ce piège, je termine, Bruce Toussaint, la meilleure manière de déjouer ce piège, précisément, c'est de voter pour la France Insoumise. La France Insoumise, c'est le vote qui peut faire justement barrage à ce faux duel qui est un duo entre Macron et Le Pen. Voilà, donc ce soir, c'est un naufrage politique pour ce monsieur. Pour nous, c'est un non-événement. Un non-événement qui vient de vous occuper 3 minutes de monologue enflammé. Parce que vous m'en parlez. Parce que j'ai bon espoir qu'une fois cela fait, on va pouvoir parler d'Europe comme vous m'y avez invité. Préciser, vous posez une petite question. Si Manon Aubry, par exemple, était première ou deuxième des sondages, elle ne participerait pas à un débat avec Nathalie Loiseau ou... Non, nous considérons il n'y aurait pas de débat à deux entre Manon Aubry attendez, sur quelle base vous faites ce débat ? Sur la base de sondages, c'est ça, Monsieur Bruce Toussaint ? C'est pas la base de sondage, c'est le débat démocratique. Ah bon, Par exemple, ce soir, vous êtes deux, vous avez remarqué ou pas ? Non, mais certes, mais pourquoi organisez-vous dans le cadre d'élections européennes un face-à-face entre Bardella... Non, mais attendez. On fait des débats tous les soirs, tout le monde le voit, toute la journée. Même au sein de votre chaîne, certains peuvent le critiquer, cette affaire, parce que ça renforce cette idée d'un deuxième tour prétendu qui n'existe pas. Non, mais honnêtement, je vais vous dire, Toussaint, un instant de sérieux. Vous comprenez que ça pose problème. À 10 jours d'un scrutin, on peut s'accorder là-dessus. Il y a 34 listes. Le 23, il y aura tout le monde. Comment ? Le 23, il y aura 11 têtes de liste. Non, mais le fait d'organiser ce face-à-face vient créditer la thèse d'un duel qui n'en est pas un. La survie politique de M. Macron est conditionnée au fait qu'il soit face à Mme Le Pen. Je vous trouve assez mauvais joueur. Non, pas du tout. Mais d'abord, moi, sur ce coup-là. Bruce Toussaint, moi d'abord, je ne joue pas. Jean-Luc Mélenchon a été. Quand je vois la situation du pays, quand je vois la situation de l'Union européenne, la situation du pays, la situation sociale. Vous savez, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas intéressé, mais aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée, nous avons déposé une résolution pour demander qu'on instaure l'état d'urgence climatique et écologique. Avouez que c'était plus intéressant et plus urgent que le naufrage politique d'un personnage que personne ne connaissait, qui par ailleurs, il faut le noter, parce que M. Cotarac était élu du Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne. Il passait son temps à essayer de ferrailler avec M. Wauquiez. M. Wauquiez, qui, on le sait bien, court après Mme Le Pen. Et ce soir, c'est M. Cotarac qui rejoint Mme Le Pen. C'est un non-sens absolu. Parlons des Européennes. Parlons des Européennes. Juste, quand même, savoir ce que... Vous pourriez, après tout, vous réjouir des mésaventures de la France insoumise avec ce personnage, mais au fond, il vient peut-être renforcer votre principal adversaire, le Rassemblement national, dans la dernière ligne droite de ces élections européennes. Moi, je pense que personne ne peut se réjouir que d'aucuns choisissent le camp de
des réactionnaires et des conservateurs. Personne ne peut se réjouir finalement de valider une hypothèse qui a été la nôtre, c'est de se dire qu'il y avait en Europe un clivage politique qui débarque en France, qui arrive, et qui fait qu'on a toute une partie de personnes qui ont choisi le camp de la réaction ou le camp du conservatisme. Et ces personnes se rejoignent parfois, malheureusement. Et puis d'autres qui ont choisi celui du libéralisme politique, donc celui des valeurs fondamentales, celui de ce qui a fondé l'Europe au départ sur la paix et la liberté publique. Et puis les écologistes qui, eux, ont vocation à former un deuxième camp. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que en Autriche, pendant longtemps, ils ont empêché l'avènement de l'extrême droite avec Sebastian Kurz. En Allemagne, aujourd'hui, il constitue la principale alternative à la successrice d'Angela Merkel. Partout dans les pays de l'Union européenne, on a eu un recentrage de majorité qui était plutôt classée aux extrêmes, notamment en Grèce, et qui se sont recentrés pour gouverner et pour sortir. En Allemagne, elle n'est pas deuxième, l'AfD. Non, je parle des Gründe et je parle de Annegret Kramp-Karrenbauer en Allemagne, qui est la successrice conservatrice de Angela Merkel. Et pour finir mon raisonnement... Qui est aussi conservatrice. D'accord. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas autant pu avancer que nous le voudrions sur le modèle de l'Union européenne depuis 2 ans. Raison pour laquelle ces européennes sont aussi cruciales. Ce que je veux vous dire par là, c'est que d'abord, on n'a aucun intérêt à ce que ce camp se renforce, y compris même s'il y a des transfuges en son sein. D'accord. Et deuxième chose, c'est que l'enjeu, et là pour le coup je rejoindrai mon collègue Quatennens, on a intérêt à parler européenne, on a intérêt à parler d'urgence climatique, écologique, on a intérêt à poursuivre ce qui parfois n'a pas pu aboutir au niveau national, c'est-à-dire le financement de la transition écologique, c'est-à-dire si vous permettez, l'interdiction des néonicotinoïdes et du Ils veulent pas glyphosate. parler d'européenne. Attendez. Ce qui surprend ce soir, au-delà de ce personnage, vous avez raison, qui n'était pas très connu jusqu'à ce soir, c'est que ça valide, cette décision, valide ce qu'on entend depuis longtemps, l'idée qu'il y a des convergences entre mais précisément la France. non. Je voudrais juste donner la parole à Bruno Jeudi. Non, mais M. Quatennens, c'est vrai que beaucoup globalement, vous êtes sur des positions qui sont opposées, mais il y a quelques domaines où il y a des porosités. Globalement, votre formation politique, comme celle de Marine Le Pen, c'est plutôt des partis qui sont hostiles à la construction européenne, qui est celle d'aujourd'hui, qui est une construction européenne libérale. Vous voulez sortir des traités, Marine Le Pen veut supprimer la commission de Bruxelles. Elle veut supprimer la commission de Bruxelles. Alors franchement, on vous a vu également, votre formation politique, comme celle de Marine Le Pen, plutôt tourner autour des ronds-points après les gilets jaunes, donc vous discutiez un peu avec un petit mépris. Non, pas du tout. Non, mais vous étiez quand même plutôt sur cet électorat populaire, et donc Bruno Jeudi. Donc il y a quand même des éléments qui peuvent vous rapprocher. Vous savez, moi je suis un républicain convaincu, conséquent, et la République fonde la nation, et la République c'est un contrat politique. C'est pas la vision ethniciste ou nationaliste de Madame Le Pen. On est d'accord avec ça. Donc je pense sur les questions d'immigration, je sais que vous êtes mais là, je ne parle pas d'immigration. Vous voyez, vous confondez tout. Je ne parle même pas d'immigration à ce stade-là. Ensuite, sur le terrain économique, je crois que j'ai plusieurs exemples qui montrent que nous sommes opposés à la politique du Front National depuis tout le temps, et nous le serons toujours. Soyez rassurés. Qu'il y ait des personnages qui se perdent et qui croient en vos scénarios d'un duel qui n'existe pas, d'accord, tant pis pour eux. Mais nous sommes clairs. Parce que le programme politique de la France Insoumise, il était clair en 2017, il n'a pas changé, il est toujours le même en 2019. Donc il n'y a pas de modification de ce point de vue. Ensuite, sur la question européenne, pour quand même qu'on puisse en parler à l'occasion de cette échéance électorale. Nous, ce que nous disons, c'est la chose suivante. L'Union européenne de nos rêves est morte. Elle a été dévoyée sur l'autel de la compétition, la concurrence généralisée. C'est-à-dire que c'est un idéal de coopération entre les peuples qu'on nous a vendu, et nous sommes d'accord avec cet idéal. Il a été dévoyé pour faire un marché. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un marché qui organise méthodiquement le dumping social et fiscal. Dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est écrit noir sur blanc, à l'exception de l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, y compris quand on nous vend l'Europe sociale et écologique dans le cadre de ces traités, ça fait des beaux slogans sur le papier, mais ça n'est pas conséquent. Et de la même manière, il faut aussi dénoncer la tartufferie que vient défendre sur votre plateau M. Sacha Houlié, puisque depuis 72 heures à peu près, on connaît son programme politique, celui de la liste Renaissance, qui en fait ne peut pas un Moyen-Âge social plutôt que la Renaissance. Votre programme vient d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Juste terminer mon développement, après je lui rends la parole, bien évidemment. Avec plaisir. Juste dire une chose, c'est que nous, on fait le pari de l'intelligence collective. Le programme, il existe depuis 8 mois. Le programme pour les européennes, on le met en circulation. Le vôtre arrive quasiment il y a 72 heures, 15 jours avant le scrutin.
Et surtout, qu'est-ce qu'on y découvre? C'est que entre les vœux, n'exagérez pas. Supporter que ça laisse trop de temps pour en discuter. Mais alors attendez, on termine juste sur ce programme, c'est intéressant, ça va éclairer vos téléspectateurs. Faites pas après, entre ce que Madame Loiseau raconte, les vœux pieux qu'elle nous propose sur son programme aux élections européennes, et ce que fait Monsieur Macron, on n'est pas à une contradiction près. Madame Loiseau nous dit il nous faut une agriculture plus propre, et Monsieur Macron empêche qu'on interdise le glyphosate dans la loi. Alors, elle nous dit il faut une agriculture plus propre. Vous avez dit au départ, l'Europe de vos vœux, l'Union européenne de vos rêves, elle est morte. Ben, je crois que nous, à l'inverse, l'Union européenne de nos vœux ou nos rêves, elle n'est pas encore née. Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été construites aujourd'hui. D'abord, il y a des choses qui ont été construites autour de la paix, de la coopération des peuples, de l'élargissement et Sacha Ollier, vous voulez faire l'Europe de la défense qui prépare la guerre. De la promotion des valeurs fondamentales qui sont notamment celles des libertés publiques qui ont permis de faire entrer dans l'Union européenne des pays qui, à un moment donné, ont été abandonnés par ceux avec lesquels ils coopéraient. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a commencé avec la directive travailleurs détachés en disant travail égal, salaire égal. On va continuer avec la directive mobilité. Je continue, vous avez beaucoup parlé. Vous venez de dire un mensonge inventé. On va en parler. Les cotisations sociales, elles restent payées dans le pays d'origine. Je vous réponds très précisément. Les cotisations sociales restent peut-être payées dans le pays d'origine. Donc pas à travail égal, on a un ensemble commun. Mais par contre, quand vous êtes non mais donc il n'y a pas à travail égal, salaire égal. Nous sommes d'accord, Sacha Ollier. Un Polonais qui travaille en France est payé à un salaire français. Mais ces cotisations sociales, elles sont payées où? Mais là, vous êtes en train de jouer sur les mots parce que non, je joue pas sur les mots. En réalité, je ne joue pas sur les mots. Les travailleurs, les cotisations, c'est du salaire. Les travailleurs, quand ils regardent leur fiche de paye, oui, ils ont le même chiffre. Sacha Ollier. Ils ont le même chiffre. Et ça, on peut donner un exemple concret. Un exemple concret. Dans quelques instants, restez avec nous. On se retrouve avec nos invités. J'ai pas eu le temps de parler d'écologie encore. Et on évoquera dommage. Mais il y a quelques points sur lesquels il faut revenir. La République, moment d'apaisement, de recueillement. D'union, même d'une certaine façon, autour de la nation et autour de ces deux hommes, Adrien Quatennens. C'est un très bel hommage ce matin, très touchant. Et je pense que dans un moment comme celui-ci, effectivement, c'est bien de mettre à distance toutes les polémiques. Et d'ailleurs, même pour tout vous dire, dans un moment comme celui-là qui nous dépasse, où on se sent bien petit face à ces deux cercueils au milieu de la cour des Invalides, mettre à distance, y compris nos désaccords politiques, l'espace d'un instant et sentir que, pour le coup, sur l'essentiel, nous pouvons être d'accord, ça fait du bien. Sacha Ollier. Je pense que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste et que ce qui était dit préalablement par mon collègue Adrien Quatennens sur la République, la nation, des valeurs que souvent on renvoie à des mots, eh bien, elles étaient aujourd'hui incarnées, elles étaient aujourd'hui célébrées, elles étaient aujourd'hui décorées pour ceux qui en ont payé le prix de leur vie. Et donc je crois que c'est là tout à fait salutaire qu'on puisse avoir ce moment de recueillement qui soit un moment d'unité nationale. La campagne, néanmoins, reprend ses droits. Il reste très peu de temps dans cette campagne des européennes, avec, on le sait, ce scrutin donc, qui aura lieu le 26 mai. Et alors, vous évoquiez tous les deux, il y a quelques instants, sur ce plateau, le rôle que doit tenir l'Union européenne. Vous manifestiez évidemment des désaccords, mais au fond, Sacha Ollier, c'est vrai que cette campagne est assez morne. Est-ce que les candidats, et en particulier votre candidate, n'a pas réussi à intéresser les Français à cette campagne? D'abord, le pari que nous avons fait, c'est que notre candidate ne résume pas elle seule notre programme et que la diversité des profils qui ont été ceux de notre liste, que ce soit des jeunes agriculteurs, qu'il s'agisse d'écologistes reconnus pour leurs travaux et pour leurs engagements, qu'il s'agisse de gens venus de différentes familles politiques ou de personnes engagées au quotidien dans la vie civile pour l'Europe, comme était la directrice de la Maison de l'Europe de Rennes, eh bien, témoignent du fait que nous avons envie de passer un cap, de faire que tout ce qui n'a pas pu être fait, y compris au niveau national. Certes, nous avons interdit au niveau européen des insecticides tueurs d'abeilles, mais seule la France a pris des engagements manifestes, et on les connaît tous, sur l'interdiction de produits phytosanitaires. Et tout cela parce que ça nous dépasse dans la fonction dont on doit pouvoir le mettre en œuvre, accélérer, aller plus vite, investir 1000 milliards d'euros dans le climat, eh bien, fait que nous avons besoin de partenaires européens, nous avons besoin finalement de convaincre davantage, et notre candidate n'est pas notre seul atout. Mais avec vous, est-ce que c'est plus d'Europe? Mais nécessairement, parce que il y a aujourd'hui un empêchement qui fait que sur des questions d'asile et d'immigration, sur des questions sociétales comme la protection des droits des femmes, et nous avons un pacte pour cela. Sur des questions qui sont environnementales et qui sont essentielles, on l'a vu, elles sont au cœur des programmes
de tous les candidats. Et là-dessus, nous revendiquons de ne pas avoir d'exclusivité. Eh bien, nous avons besoin d'une puissance publique forte. Et la puissance publique, telle qu'elle est détenue aujourd'hui par les États européens, pris isolément, elle est insuffisante pour contraindre les entreprises, pour contraindre les dirigeants politiques et pour contraindre tous les lobbies. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, comme on l'a vu à bien des égards, seuls nous pouvons aller vite, mais ensemble nous pouvons aller plus loin. Plus d'Europe, assume Sacha Houlié. Bon, d'abord, juste dire une chose, pour en terminer sur la question de votre programme. Moi, je constate les nombreuses contradictions qu'il y a quand Mme Loiseau dit d'un côté qu'elle veut une agriculture plus propre, mais que dans le même temps, vous ne voulez pas qu'on inscrive dans la loi l'interdiction du glyphosate. Parce que l'inscrire dans la loi, ça ne le rend pas en pratique dans les champs. L'inscrire dans la loi, l'inscrire dans la loi, c'est le décider politiquement pour l'organiser. Un tweet n'a pas de valeur législative. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Raison pour laquelle une loi, ça n'a pas de valeur aujourd'hui d'inscrire dans un champ. Si à mon tour, je peux terminer. Ensuite, pas de problème. Vous nous dites, il faut faire en sorte de lutter contre les paradis fiscaux. C'est écrit dans votre programme européen. Et pourtant, vous refusez qu'on inscrive dans la liste des paradis fiscaux l'Irlande ou le Luxembourg. Mais, encore une fois, de la même manière, non, c'est justement des faits concrets pour montrer la duplicité qu'il y a entre les vœux pieux d'une part sur le programme des européennes qui arrivent comme un cheveu sur la soupe et votre action à l'échelle nationale. Mais on pourrait continuer longtemps. Par exemple, vous pourriez dire que nous n'avons pas pu aller plus loin sur la taxe GAFA parce que nous avons été le seul pays de la France à le faire. Mais attendez. Vous pourriez dire qu'on harmonise aussi l'impôt sur les sociétés. Vous pourriez dire qu'on a soutenu l'action de Margaret Vestager qui a adressé 13 milliards d'euros. C'est possible. Vous dressez 13 milliards d'euros. Je vais prendre la parole Apple en Irlande. Oui, vous l'avez eu sur la taxe carbone. Il faut une taxe carbone aux frontières, mais dans le même temps, Monsieur Macron valide. Mais M. Macron valide le contrat de libre-échange avec le Canada, donc vous savez qu'il est climaticide, qu'il foule aux pieds les accords de la COP21. Bref, vous n'êtes pas à une contradiction près dans votre programme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Parce que ça, c'est ce qui est intéressant. Moi, je vous le dis aujourd'hui, Sacha Houlié, même si on pouvait admettre qu'on partage une ambition pour le climat, moi je trouve que vous y prenez très mal. Mais surtout, oui, le GIEC nous dit, vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Et vous devez investir massivement pour le faire. Le GIEC nous dit 2100 milliards de dollars à l'échelle de la planète, ça fait beaucoup d'argent. Vous avez cité tout à l'heure 1000 milliards. Eh bien, je vous le dis, Sacha Houlié, dans le cadre des traités européens, ça n'est pas possible. Parce que vous savez comme moi que les traités européens imposent les 3% de déficit. Allez m'expliquer comment vous investissez cet argent en respectant les 3% de déficit, alors que précisément tout ce que nous faisons ensemble à l'Assemblée nationale vise à passer par ce tunnel des 3% de déficit. De la même manière, vous voulez interdire le glyphosate? Si vous l'interdisez en France, il faut aussi interdire que les produits glyphosatés qui arrivent d'ailleurs dans l'Union européenne ne viennent pas sur notre territoire. Les traités européens vous en empêchent en vertu de la concurrence libre et non faussée. Moi, ce que je veux simplement dire à ceux qui nous entendent, après je vous laisse parler, ce que je veux faire en sorte véritablement, c'est que l'Europe sociale et écologique dans le cadre de ces traités, c'est un slogan mensonger. Ce qu'il faut faire, c'est concrètement avec nos partenaires, parce que certains partagent ce diagnostic. C'est pour ça que nous nous présentons dans le cadre d'une coalition avec plusieurs pays qui s'appelle Maintenant le Peuple. Nous ne sommes pas isolés sur ces positions pour dire qu'il n'y a pas de salut pour l'Europe sociale, ni plus pour l'Europe écologique dans le cadre de ces traités. Je fais juste 3 propositions. Il nous faut la règle verte au niveau européen, faire en sorte que toute l'économie se dote de cet objectif de répondre à l'urgence climatique. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de la paix. Que faisons-nous encore dans le cadre de l'OTAN? Il faut sortir de l'OTAN. La guerre froide est terminée, vous le savez. Nous n'avons rien à faire arrimer à la défense des États-Unis d'Amérique qui pousse aux tensions aujourd'hui. Et ensuite, sur l'aspect des droits sociaux, je suis pour l'abolition, et nous sommes, je crois, la seule liste pour l'abolition de la directive du travail détaché qui organise le dumping social à l'échelle de l'Union européenne. Et nous voudrions mettre en place une clause de non-régression sociale. Voilà une proposition intéressante qui ferait que par rapport à notre programme, il y a des choses vous ne pouvez pas aller en dehors et harmoniser par le bas. Répondez-moi sur les contradictions entre ce que vous proposez et ce que vous faites. Non, mais je voulais dire très précisément parce qu'il y a des choses que vous avez dites et qui sont inexactes. D'abord, pour ce qui concerne les traités, et non pas les traités de l'Union européenne, mais les traités que nous concluons avec d'autres pays. Vous savez que la France, elle a mis son veto à l'ouverture des négociations avec les États-Unis parce que les conditions environnementales et sociales n'étaient pas respectées. Et si on prend le cas spécifique du CETA, puisque vous parlez du traité avec le Canada, vous savez ce qui s'est passé? On a dit on va arrêter de se faire la guerre des droits de douane. Parce que quand on met des droits de douane, il y a tout le monde qui les paye un peu plus, et au final, personne n'y est gagnant. En revanche, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez importer de la viande bovine ou porcine à 0 € de droits de douane si vous produisez à nos conditions, aux conditions européennes, sanitaires et environnementales. Pas de bœuf OGM, pas de bœuf aux hormones. Et les émissions de gaz à effet de serre, vous en faites quoi? Non mais ce type de traité participe d'un grand déménagement qui est obsolète. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce traité? Au bout d'1 an, les Canadiens n'ont pas réussi à importer plus de 3% des quotas qui leur étaient réservés. Parce que
produire aux conditions, à quoi bon produire aux conditions européennes, ça coûte cher parce que c'est vertueux. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est et les émissions de créant gaz à des effet de normes, serre avec le traité. en créant des normes. Pourquoi vous ne respectez pas les engagements de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre? Je continue et je vous réponds. En créant des normes qui protègent notre modèle, eh bien, nous protégeons non seulement nos économies, mais nous sommes aussi vertueux vous ne protégez rien du tout. Vous accélérez le grand déménagement du monde, les émissions de gaz à effet de serre. Sacha Houlié, vous êtes soucieux du fait que le GIEC vous dit que vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Ça vous déplaît. Ça vous déplaît parce que on vient de montrer l'efficacité. Voilà la vérité. On vient de montrer l'efficacité de la protection de notre modèle. Deuxième élément. Quand on dit effectivement qu'il faut être vertueux en termes de dépenses publiques, c'est vrai. Pour autant, dans le cadre contraint que nous connaissons, nous avons investi en France, pendant le quinquennat, 15 milliards d'euros pour l'énergie verte. On fait x3 en investissement photovoltaïque, x5 en investissement éolien. Et donc, c'est dans le cadre des traités européens que nous pouvons, nous vous en déplaise, investir 1000 milliards d'euros pour engager cette transition et pour la poursuivre. De la même façon, en France, depuis le début du quinquennat, nous avons engagé 5 milliards d'euros pour isoler les bâtiments. Pour que les passoires thermiques n'existent plus. Vous n'êtes pas scientifique. De la même façon. Vous n'êtes pas scientifique. Non, je suis juriste et donc du coup c'est pour ça que je vous dis que les normes sont utiles de ce point de vue-là. Moi non plus, je ne suis pas scientifique. Mais les scientifiques, eux, nous disent vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Oui. Vous précisément, vous êtes ceux qui disent qu'il faut investir pour perdurer changer un de modèle économique qui est obsolète. Et de la même manière, ce que je veux dire en 2009, aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que on nous annonce à l'occasion de ces élections européennes beaucoup d'abstention. On nous dit qu'en gros, 40% des gens vont aller voter. Alors ça progresse un petit peu. Monsieur Macron fait le pari de cette abstention. Il en a besoin. Donc moi, je m'adresse à toutes celles et ceux qui aujourd'hui seraient en colère contre cette politique. Attendez, s'il vous plaît. Ne pas voter le 26 mai, c'est faire un cadeau à Emmanuel Macron. J'aimerais vous poser... Attendez, s'il vous plaît, monsieur Houlié, s'il vous plaît. Merci d'avoir débattu sur ces sujets. Je voudrais vous poser une toute dernière question. Il nous reste 30 secondes. Question essentielle. Alain Delon doit-il être récompensé par le Festival de Cannes? Malgré ses déclarations, il y a une pétition emmenée par une organisation américaine contre l'acteur. Juste 10 secondes là-dessus. Ça a fait animer les conversations aujourd'hui autour des machines à café. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, que s'il doit être décoré, c'est d'abord pour son œuvre cinématographique et pas pour des propos qui, évidemment, peuvent aujourd'hui choquer et qui doivent aujourd'hui choquer, notamment dans le cadre de ce que je vous décrivais sur l'avancée des droits des femmes. Donc, ça nous a pas choqué particulièrement. Adrien Quatennens? Non, pour tout vous dire, ça n'a pas trop animé les conversations aujourd'hui. On avait un hommage à rendre ce matin qui était important. Non, j'ai dit autour des machines à café, j'ai dit. Oui, ça fait partie je ne sais pas si ça a vraiment intéressé beaucoup de monde, hein, mais en réalité, bon, Alain Delon, quand même. Ça n'a pas grand intérêt. Bon, évidemment qu'on peut apprécier la carrière de l'acteur. Maintenant, les propos qu'il a tenus régulièrement posent quelques soucis et je peux comprendre l'émotion suscitée par le fait qu'il puisse être... Et vous pensez qu'il faut qu'il ait la palme d'honneur? J'ai pas d'avis particulier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu ce soir sur BFM TV. Je vous propose tout de suite ce document exceptionnel consacré